Ouais, je crois que c'est possible. Je crois que c'est moi qui ai lancé l'enregistrement. D'accord, merci. On a tous des lances. Ok, d'accord. Qui a lancé? C'est bon. Bon, ok, y a pas de souci. On peut tous lancer. C'est bon, hein? Ok, bonsoir à tous. Et bonjour aussi pour certains, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes heures. Ça dépend de notre zone time. Alors, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de vous revoir encore aujourd'hui pour ces grands webinaires sur Pandas et Matplotlib simplifié. En tout cas, c'est un programme intéressant que Congo Tech Pamoja a lancé pour apprendre les bases aux débutants ou bien peut-être aussi aux professionnels de profiter pour certaines révisions, professionnels de l'IA. Aujourd'hui, nous allons avancer avec ces sujets. Nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous le speaker d'aujourd'hui, le doctorant Albert Ntwali Agisha, qui est actuellement enseignant-chercheur basé à Bukavu, mais passionné aussi par les mathématiques pures et appliquées, et qui cumule plus de 3 ans d'expérience dans l'enseignement universitaire où il accompagne les étudiants avec rigueur et bienveillance, bien sûr. Albert est titulaire de 2 masters en mathématiques et intelligence artificielle, obtenus respectivement à l'EMS Rwanda. EMS, c'est une université panafricaine, et aussi à AMI. AMI, c'est un programme spécialisé en intelligence artificielle au Sénégal. Alors, il a ses 2 masters et puis actuellement, il poursuit un doctorat à Allen University en Allemagne, l'université d'Allen en Allemagne. C'est là où il est actuellement en train de suivre son programme de thèse doctorant. Alors, il va animer le webinaire d'aujourd'hui avec les thèmes Pandas et Matplotlib simplifié. Nous allons laisser la place, mais avant tout, je rappelle que nous sommes ici dans le cadre de Congo Tech Pamoja, qui est une communauté en intelligence artificielle pour promouvoir la recherche, spécialement en IA, Big Data et Data Science. Alors, la communauté a aussi un réseau social qui est une plateforme en ligne qui tourne comme les réseaux sociaux que nous connaissons, Facebook, Twitter et les restes. Nous allons au fil du temps mettre aussi des liens dans les chats pour ceux qui ne sont pas encore membres de pouvoir nous joindre à cette communauté pour bénéficier de nos programmes, de nos actualités, nos événements, tout ce qui se passe au sein de la plateforme. Alors, merci beaucoup, Albert, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup, Enoch. C'est un grand plaisir de partager ce soir encore ce moment de révision pour les professionnels, comme vous l'avez dit, mais aussi une initiation, et ce qui est d'ailleurs le plus essentiel pour ceux-là qui entrent dans les data science, et particulièrement ceux-là qui acceptent l'accompagnement avec Congo Tech Pamoja. Donc, l'idée ici, lorsqu'on parle de librairie simplifiée, je crois la semaine, le webinaire passé, nous avons parlé de NumPy simplifié. Et ici, ce sera donc Pandas et Matplotlib simplifié. Le mot simplifié ici, je sais que certaines personnes peuvent s'attendre à des histoires un peu magiques, mais c'est tellement simple. Cependant, le simplifié qu'on utilise, c'est parce que nous essayons de voir comment dire, les fonctions de base pour ces différentes bibliothèques. Donc, les fonctions essentielles que toute personne qui doit commencer avec le data science devrait en fait connaître. Alors, je suis donc Albert Aguicha et comme l'a dit Enoch, je ne vais pas y revenir. Je suis donc chercheur et chez Congo Tech Pamod, je suis aussi le Chief Event Manager. Voilà. Alors, l'objectif ici, comme je l'ai dit, on va donc découvrir l'essentiel de ces deux librairies. Alors,
comprenez que la librairie Matplotlib, nous n'allons pas avoir à cette librairie de manière très détaillée. Cependant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser la librairie Pandas pour voir nos données, pour créer nos bases de données. Et après, ce qu'on aura créé par là, on va faire une visualisation avec Matplotlib. Alors, la librairie Panda, telle que nous savons, c'est une librairie qui nous permet de manipuler nos données. Et lorsqu'on parle de manipuler les données ici, il s'agit donc de les visualiser d'un côté, il s'agit de corriger certaines erreurs dans les données, il s'agit aussi d'analyser les données. Mais comprenez que on ne doit pas mettre une confusion entre ce que nous allons faire aujourd'hui dans Pandas et les data analysis. On ne va pas faire le data analysis. Donc, on va tout simplement initier à Panda, voir comment on peut manipuler certains outils de Panda. Et puis après, nous allons faire les plotting, genre on va visualiser les données sur deux dimensions. D'abord une dimension numérique, c'est-à-dire avec des tableaux, et puis une dimension graphique avec des graphiques. Et pour ça, eh bien, on va poursuivre de manière, comment dire, comment dire, de zéro vers un niveau un peu intermédiaire. Pas avancé, mais juste intermédiaire. Bien, donc pour ce qui est des pandas, on va donc faire parler donc de comment nous avons les données sont structurées. On va créer des objets qu'on va manipuler. On va faire quelques visualisations euh, numériques. On va montrer comment on peut manipuler certaines colonnes, comment manipuler certaines valeurs. Et puis, on va parler des données manquantes. Si vous vous rappelez bien, le webinaire sur NumPy, on a parlé des données manquantes. On va y revenir. Et puis, on va parler de quelques opérations statistiques très simples. Puis, on va faire une fusion. On va parler des fusions. Donc, lorsqu'on a plusieurs bases de données, comment on peut les mettre ensemble. On va parler des regroupements, les groupings, qui est un élément important dans l'analyse, en fait, des données. Même pour les gens qui font les sciences sociales, pas seulement pour les gens qui sont dans les data science. Et vous allez voir que même plusieurs rapports, d'ailleurs, sont basés sur des éléments de grouping. Et puis, nous allons exporter les données que nous allons créer. Et puis, nous allons encore les importer, c'est-à-dire montrer comment est-ce que si vous avez vos fichiers Excel ou un fichier CSV, comment est-ce que vous l'importez. Et après ça, on va faire donc une visualisation sur base de données que nous allons créer. Premier élément, lorsque on va manipuler des librairies, la première chose, c'est qu'il faut d'abord les importer. Et on va me demander pourquoi je viens avec NumPy. Bien sûr, parce que généralement, on sera aussi en train de manipuler un peu de matrices, un peu pour certains calculs. Mais de manière générale, lorsqu'on est dans le data science, il y a les deux librairies qui viennent toujours au début. Il y a NumPy, ça on avait déjà parlé de ça. Il y a Pandas et puis Matplotlib. Attention, c'est matplotlib.pyplot. Et ça, c'est ce qui nous permet en fait de générer des graphiques. Je sais que la tendance qu'on a des fois, c'est de mettre import matplotlib, mais il faut comprendre qu'il y a cette autre extension, cette autre classe qu'on appelle pyplot, qui nous permet en fait de rappeler, comment dire, des graphiques. Alors, nous allons commencer avec Panda. Et comme je l'ai dit, d'abord la structure des données. Ici, nous avons donc deux principaux classes qu'il faut considérer, c'est-à-dire les series et les data frames. Le series, ça, il faut que je te comprenne ça comme un vecteur. Série, c'est comme un vecteur, c'est juste une ligne, mais qui comprend des valeurs, voilà, qui sont séparées des fois par des virgules. Les data frames, ça, c'est plutôt des tableaux bidimensionnels, c'est-à-dire en deux dimensions, nous avons des lignes et des colonnes. Pour la série ou pour les series, nous avons juste une seule dimension, c'est-à-dire une seule colonne. Alors, ces deux éléments, nous allons les manipuler ici. Et avant, parce que pour créer donc un data frame, vous allez comprendre que c'est tout simplement un ensemble de séries. Et donc, ici, nous allons d'abord commencer par créer une série. Alors, comment cela se structure? C'est très simple.
Alors, nous avons donc pandas. Et là, on a dit que panda, on serait en train de l'appeler as PD, c'est-à-dire comme PD. Donc ici, je crie panda. Et puis, je mets series. Attention, le S est majuscule. Et puis, je mets les données ici. Et puis, je choisis les index, ou les indices en fait, c'est-à-dire la position. Attention, si vous ne mettez pas index ici, c'est-à-dire si vous ne définissez pas vos indices, par défaut, Panda propose en fait des indices qui vont de 0 jusqu'au nombre de données que vous avez présenté. Alors, lorsqu'on sera en train de créer des objets ici, on aura donc le data ici qui pourra être n'importe quoi. Ça pourra être un scalaire, ça pourra être, quand je parle de scalaire, ça veut dire un nombre, ça pourra être un string, c'est-à-dire une chaîne de valeurs, une chaîne de caractères. On peut avoir les NumPy arrays, c'est-à-dire un vecteur qui vient de NumPy. On peut avoir des listes de valeurs. On peut aussi avoir un dictionnaire. Et ça, simplement, donc nous aurons juste à avoir notre PD de series, puis on met le type des données que l'on veut là-bas, et puis on définit les indices, pardon. Si on ne les définit pas par défaut, euh, Python va générer ou Pandas va générer en fait ces indices. Alors, comment ça se génère à partir d'une valeur, c'est-à-dire d'un scalaire? Ici, les processus, c'est simple. Là, je définis comme toujours, j'ai ma variable que j'appelle S1 pour dire euh, série 1. PD series, et là, je définis. Je dis 5, ça sera juste une valeur, et je définis les indices. Je dis A, B, C. Et là, je peux mettre n'importe quoi ici. Et puis, là, je vois en fait mon, comment dire, ma colonne ou la série qui comprend que des valeurs 5, mais ça se trouve à des différentes positions. Et là, comme je le dis, on peut mettre n'importe quoi là-bas. Je peux mettre, par exemple, David. Et là, ça change. C'est-à-dire, chaque indice ici va avoir comme valeur David. Et là, je peux augmenter autant d'indices que je veux. Là, je peux mettre, par exemple, ça comme aussi indice. Qu'est-ce que je viens de faire? Et là, j'ai par exemple euh, l'autre indice que je viens d'augmenter et on peut augmenter autant d'indices qu'on veut et on peut donner n'importe quel nom. Alors, là, connaissant les indices, en fait, je peux accéder à une valeur dans ma série. Et pour accéder à la valeur, c'est simple, il me suffit tout simplement de prendre la série et puis je spécifie en fait la valeur que je vais accéder. Et ici, je vois que par exemple, la valeur c'est David. Et si je remettais toutes mes valeurs, disons ici, je vais mettre un Vincent, eh bien, je peux donc naviguer dans, dans ma série comme je veux. Alors, là, c'est lorsque j'utilise en fait un scalaire. Maintenant, si j'utilise une liste, j'utilise une liste, là, la structure reste la même, pd.series, puis je définis ma liste, je définis ma liste, une minute, je vais un peu agrandir, je définis ma liste, et là, la liste c'est 1, 2, 3. Eh bien, attention, contrairement à ce que je fais ici pour les indices de la valeur, ici, je ne peux pas me permettre d'augmenter n'importe quel indice. Normalement, le nombre des valeurs que j'émets, si je mets
4 valeurs ici, alors je dois avoir 4 indices là-bas. Alors, si je prends par exemple ici, et je tourne, donc là je vois que j'ai donc le 3. Si je remets l'indice ici et que je tourne, on me renvoie une erreur. Et pour fixer cette erreur, c'est soit je fixe le nombre d'indices, soit je fixe le nombre de valeurs. Eh bien, je choisis de fixer le nombre de valeurs. Et là, j'ai donc la valeur 5 qui est augmentée. Et donc, si vous supprimez une valeur, il faudra supprimer aussi l'indice. Alors, on verra donc que lorsque on n'a pas mis, comme je l'ai dit, si vous ne mettez pas effectivement la valeur, comment dire, les valeurs ici, si je coupe ça ici, on va encore y revenir plus tard, mais je voudrais qu'on puisse déjà voir ça ici. Si je fais cela, eh bien, je trouve que les indices sont automatiquement 0, 1, 2, 3. Et donc, par là, on doit comprendre que si on veut, on peut définir ou par défaut, Panda pourra définir soi-même les indices. Alors, si je veux accéder à une valeur, il me suffit tout simplement d'aller vers l'indice. Et là, je mets par exemple B. Attention, chers amis, c'est que par ici, lorsque je mets le B, je dois mettre en fait le guillemet parce que là, je dois le prendre comme un string, c'est-à-dire comme une lettre. Et si je ne mets pas cela, eh bien, j'aurai d'erreur parce qu'on va me dire que B n'est pas défini. Et donc, pour me rassurer que j'ai bien pris l'indice, alors je fais cela. Donc là, comme je viens de le dire, juste avec une valeur, on peut créer une série où les valeurs sont répétées pour autant d'indices que l'on veut. Pour une série créée avec une liste, on doit se rassurer que si on veut définir aussi ces indices personnels, alors ces indices-là sont liés au nombre de valeurs que l'on a prévues dans notre liste. Bien. Va suivre maintenant l'utilisation de NumPy. Vous vous rappelez, j'ai appelé NumPy as NP. Alors ici, la structure reste la même, comme je l'ai dit au départ. Vous avez donc le data. Ici, le data, ça sera donc un NumPy array. Et je vais définir, parce que là, je demande qu'on puisse me générer de manière aléatoire 5 valeurs d'une distribution uniforme. Et là, je définis en fait les 5 indices dont j'aurai besoin. Et pour ça, je vais avoir mon S3 ici, qui sera tout simplement euh, une série de valeurs réelles. Eh bien, là, si je tourne encore, on va voir que ça change. Ça vient de l'aspect aléatoire, en fait, ici. euh, qui permet en fait de générer des nombres réels de manière aléatoire. Et ici aussi, il faut se rassurer que le nombre de valeurs que vous avez, en fait, ces nombres-là comprend, comment dire, la taille des nombres que vous avez générés est égale à la taille de vos indices. Bien. Alors, ok. Et là, on peut donc créer de la même manière. On peut créer avec, parce que si vous vous rappelez très bien, on peut créer les vecteurs de plusieurs manières. On peut créer un vecteur soit en utilisant une génération aléatoire, comme cela, avec des fonctions prédéfinies, ou on peut créer son propre vecteur en utilisant comment dire, une liste, et puis on met numpy.array. Et là, donc, nous avons une liste, notre liste, et pour lequel, ici, par défaut, en fait, on fixe les indices.
panda fixe de 0 à la taille moins un. Eh bien, on peut aussi créer comment dire, une série en utilisant un dictionnaire. Et si vous vous rappelez très bien, pour un dictionnaire, généralement, pour un dictionnaire, nous avons une clé et nous avons une valeur. Il faut faire très attention. Alors là, je prends la clé, je dis que c'est A, je dis que c'est la valeur c'est 0. Je prends une autre clé, c'est B, la valeur c'est 1. La clé C, et je dis que la valeur c'est 2. Alors ici, lorsque je fais cela, euh, pour la série que je veux créer, les indices, comment dire, les clés que nous avons là-bas seront directement considérées comme des indices et les valeurs ici seront considérées comme des data. Donc, pour ce que nous avons là-bas, si je peux par ici, alors là, donc, c'est plutôt ce dictionnaire ici. Et là, j'ai que ma base de données et devient comme cela. Euh, donc, mon vecteur ou ma série devient comme cela. Alors, attention, ici, si je mets une valeur, disons, je mets D, par exemple, eh bien, ce que ça va me dire, ça va me mettre nan, parce que dans le dictionnaire que nous avons ici, nous n'avons pas de clé qui contient en fait une valeur, et cette clé-là est un nom D. Donc, pour ce qui concerne les clés ici, si vous décidez d'utiliser, de continuer à manipuler les indices, pardon, alors il faut vous rassurer que ces indices-là portent le nom exact qui se trouve dans votre dictionnaire. Et cela, effectivement, facilite la tâche parce que si je veux maintenant accéder à des valeurs, il me suffira tout simplement de faire la même chose. S4, et là, je mets donc les crochets, et puis je mets par exemple C. Et là, si je mets D, on va me dire que, voilà, ça n'existe pas. Il n'y a pas de clé qui s'appelle D dans ma base de données, plutôt dans mon dictionnaire. Et donc là, je peux utiliser tout simplement le A. Alors, donc, ici, je, mm, je crée en fait des outils que nous allons utiliser plus tard. Et ici, le premier outil ou l'outil de base de Panda, ça c'est la série. Et cet outil-là nous permet en fait de générer de matrices ou de générer des vecteurs que l'on peut facilement manipuler. Eh bien, on va se demander, mais pourquoi on a besoin de voir cet aspect singulier? Parce que dans la production, par exemple, il y a deux fois des machines qui enregistrent de manière unique ou qui enregistrent juste par rapport à une seule dimension, les données. Eh bien, après avoir créé notre série, on va maintenant créer notre data frame. Alors, j'ai dit que le data frame ici, ce sera tout simplement une combinaison. Donc, on va mettre tout simplement ensemble les différentes séries que l'on a créées. Alors, et pour ça aussi, je peux encore utiliser un dictionnaire. Mais attention, à la différence de la série, ici, la clé pour mon dictionnaire sera considérée comme une colonne. Pour la série, la clé était considérée comme un indice. Mais ici, la clé est considérée comme une colonne. Et là, la valeur sera donc une série. Et je définis la série normalement comme je l'ai défini au départ. C'est-à-dire, j'ai la data, et ici, ça sera une liste de valeurs. Et comme c'est une liste que je me décide d'utiliser les indices, alors là, ce que je fais, je prends le même nombre de valeurs et je définis des indices pareillement. Alors, je fais la même chose et j'ai donc la deuxième série, même logique. Et là, j'ai donc la data encore ici.
Et là, je définis les indices. Alors, là, j'ai mon dictionnaire. Alors, l'élément le plus simple à faire ici, c'est tout simplement changer series par data frame. Attention à l'écriture. Data frame, ça ne s'écrit pas avec F minuscule ni D minuscule, c'est avec D et F majuscule. Et là, tout simplement, je vais y mettre mon D1 que je viens de définir. Et puis, j'ai ma première base de données. Alors, ce que je dois faire, je dois regarder en faisant attention à une valeur qui vient d'apparaître ici. Une valeur nan. Et la valeur nan ici, c'est parce que dans ma première série, je n'ai pas en fait d'indice qu'on appelle D. Donc, si j'avais ici, je peux augmenter par exemple D, je peux mettre ça ici, je dis D. Et donc, rappelez-vous que comme c'est une série avec liste, je dois aussi mettre la valeur là-bas. Et là, donc, je trouve que le nan, ça disparaît. Donc là, on va voir plus tard comment aussi on peut encore remplacer cette valeur-là de manière automatique. Mais par ici d'abord, je dis que lorsque je n'ai pas les mêmes, comment dire, lorsque je n'ai pas les mêmes indices, eh bien, Pandas me gère la question directement en mettant la valeur nan. Mais attention, si vous mettez une valeur ici et que vous ne la mettez pas, que vous ne mettez pas l'indice là-bas, il y aura une erreur parce que la série, c'est une série qui est basée sur une liste et que le nombre ici doit correspondre au nombre là-bas. Bien. Alors, toujours dans la procédure de création, on peut aussi créer en fait, euh, comment dire, un data frame, c'est-à-dire une base de données, en utilisant comment dire, dictionnaire des listes. Quand je dis dictionnaire des listes, comprenez que ce n'est pas différent de ce qu'il y a ici. À la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir une série, j'ai des listes. Et là, je mets tout simplement, c'est la même idée, la clé, comme le dictionnaire, et je mets valeur. Valeur ici, c'est une liste. Clé et valeur. Et la même chose, très simplement, pd.dataframe, je mets mon dictionnaire, et puis j'ai ma base de données. Essayons de voir si j'essaie de retirer quelque chose ici, qu'est-ce que ça va me donner? Voilà. Donc ici, on doit se rassurer que nous avons la même taille de liste. Parfait. Alors, là donc, nous avons créé déjà deux bases de données. Et ces deux bases de données-là, l'une, elle est ici donc de juste la juxtaposition de séries et l'autre, c'est en utilisant des listes. Alors, on peut aussi créer une base de données en utilisant une liste de dictionnaires. Avant, j'avais donc une dictionnaire de listes, plutôt un dictionnaire de listes, et ici, j'ai donc une liste des dictionnaires. Et ici, il faut faire attention. L'élément essentiel à noter, c'est que la logique va rester la même. Comme c'est pour le data frame, alors ici, nous aurons pardon, les différentes colonnes. Et là, je peux voir ma data frame. Et si je veux augmenter une autre colonne, il va me suffire ça va suffire tout simplement de prendre une autre minute, voilà. Et là, je peux mettre par exemple D qui est égal à 30, par exemple. Et là, je vois que j'ai en fait une base de données qui comprend des valeurs pour A et B. Et la colonne, euh, la deuxième ligne, donc là, c'est comme si je suis en train de créer en fait des lignes. Chaque ligne, là-bas, là, j'ai la première ligne, j'ai la deuxième ligne et j'ai la troisième ligne. Et dans la première ligne, je vois
que j'ai des valeurs jusqu'à B. Dans la deuxième ligne, j'ai des valeurs jusqu'à C. Dans la troisième ligne, j'ai des valeurs jusqu'à D. Et là, je peux augmenter autant d'éléments que je veux. Je vais voir si je fais ceci, que je mette plutôt B ici, et que je dise que c'est égal à 40. Voilà. Et là, je vois que ma troisième ligne contient donc une nouvelle valeur 40. Et je peux donc compléter toute ma base de données. Alors, les gens vont demander, mais pourquoi ce serait important de connaître tous ces éléments de base? Attention, la plupart des systèmes comment dire, que l'on crée actuellement, il y a ce qu'on appelle le MLOps. Je ne vais pas en parler maintenant, mais actuellement, les gens, donc, ils intègrent en fait les machines learning ou l'intelligence artificielle, des modèles dans des systèmes d'opérations. Et là, deux fois, on peut, dans les back-ends, c'est-à-dire en derrière d'un système, on peut mettre en fait ou définir une manière pour entrer des valeurs et créer en fait des bases de données par un utilisateur. Donc, comprenez que tous ces éléments peuvent être utilisés dans une application simple si on le veut, si on peut se rappeler l'un des webinaires où on devait créer une application très simple et où on doit peut-être mettre quelques petites valeurs. Donc, comprenez que ces éléments peuvent être utiles pour vous permettre de créer une base des données intérieure qui peut être manipulée d'une manière dont on pourra choisir sans aller dans les MySQL. Je ne vais pas réduire les MySQL à zéro, mais je vous dis tout simplement que on peut utiliser ces éléments ici aussi pour concevoir nos systèmes d'information. Alors, là, je viens donc de créer mes data frames de plusieurs manières et à plusieurs autres manières. On peut toujours continuer avec le NumPy Array et ainsi de suite. Mais comprenez que la logique ici, elle est simple. C'est que par ici, nous avons P des data frames et là, on met notre data, c'est-à-dire on met notre base de données qui peut être un dictionnaire, qui peut être une, euh, une liste en fait des dictionnaires, qui peut être un dictionnaire de listes, qui peut être tout simplement un dictionnaire, ainsi de suite. Alors, pour nous permettre de faire des manipulations de base, on va créer une autre data frame, mais ici, on va utiliser en fait un élément intéressant, ce seront des dates pour nous faciliter en fait certaines opérations qui vont suivre. Eh bien, vous allez comprendre que j'ai un peu de passion pour les ingénieurs. C'est pour cela que je vais prendre quelques éléments un peu relatifs à l'ingénierie, soit de la chimie, ainsi de suite. Alors, ici, généralement, dans plusieurs systèmes de production, on utilise de valeurs, euh, des dates, on utilise le temps, qu'on appelle généralement les time series. Et pour cela, en fait, Panda nous donne donc cette flexibilité de générer des données. Et ici, on peut générer des dates. Alors, moi, je vais générer des dates avec data range. Et là, je mets juste tout simplement la date du début et puis je définis en fait le nombre de valeurs que je veux. Et là, je vais donc générer des données pour un mois. Et ici, je vais voir que date, c'est tout simplement en fait, ça va donc du 1er janvier au 31 janvier. Alors, cette fois, au lieu d'utiliser les indices, euh, au lieu d'utiliser les indices, comment dire, des indices euh, comme de noms simplement de A, B, C, ou au lieu d'utiliser juste de valeurs 1, 2, 3, ici, je vais utiliser des dates comme les indices. Et là, on va encore créer un autre data frame. Et ici, on va voir que la logique, c'est la même. Cependant, on peut tout simplement changer, en fait, le nom de colonne, si on veut. Alors, là, j'aurai donc le PD data frame, rappelez-vous la logique, data, indice, et pour ce qui me concerne,
on pourra mettre des colonnes, mais on peut aussi retirer les colonnes si on veut. Mais si on retire les colonnes, on va commencer d'abord par ne pas utiliser les colonnes. Et ici, j'ai donc ma base de données que je vais voir automatiquement ici. Mais ça n'aura pas beaucoup de sens parce que ça a des sens en termes de valeurs. Mais voilà, j'ai aucun nom en fait ici sur mes colonnes. Alors, pour me rassurer que mes colonnes portent des noms, ici j'ai quatre colonnes. Donc, je peux dire ici, donc là j'ai quatre colonnes. Je vais générer donc une matrice de quatre colonnes et 31 lignes. Et là, je vais utiliser les indices qui seront donc des dates et les noms de colonnes. Moi, j'appelle ça carbone, sulfure, euh, potassium, sodium. Je prends juste des noms comme cela au hasard. Et donc, par ici, là, j'aurai donc ma base de données qui sera considérée ainsi. Et là, j'ai donc la première colonne qui est considérée comme une colonne des indices. Là, j'ai ma première colonne ici, c'est le carbone, deuxième colonne sulfure, troisième colonne potassium et l'autre le sodium. Eh bien, là, j'ai donc normalement trois séries. Ça, ce sont les séries. Chaque colonne étant une série. Eh bien, là, euh, on va parler ça plus tard, je ne sais pas, mais en fait, cette fonction ici me permet tout simplement, je vais mettre ça ici, quand je mets reset index, ça me permet tout simplement de ramener en fait l'indice, que ça puisse, donc vous voyez la colonne ici? J'ai la colonne ici, indice, qui n'a pas de nom, et c'est considéré vraiment comme des indices, donc lorsque je fais mes opérations, cette colonne n'est pas vraiment prise en compte. Alors, pour me rassurer que tout est OK, alors, et que je veux, par exemple, considérer aussi la colonne de date, il suffit tout simplement de faire le reset index qui me permet donc de ramener les indices. Et là, je peux voir que j'ai une nouvelle colonne qu'on appelle index. Et puis, si je veux resupprimer cela, je peux faire la même chose. Et là, donc, set index, ça me ramène donc les indices comme c'était avant, mais généralement, ça pourra venir avec le nom indice. Donc, si je veux visualiser ceci, ça vient avec... Oh, sorry. OK, ça vient avec le nom indice ici. Et si je ne veux pas, en fait, que cela apparaisse, il me suffit tout simplement de mettre que le nom de l'indice, donc le titre ou comment dire, le nom de la colonne doit être nan. Comme ça, j'ai une base de données qui n'a pas besoin de... OK, let me just do this. Voilà. Alors là, si je mets nan, alors je peux encore voir en fait dataset reset et là, je vais voir que il y a plus, les noms là a disparu. Bien, ça c'était tout simplement une parenthèse rapide sur ce qui peut se passer sur la manipulation des indices. Alors, je vais y aller maintenant rapidement parce que nous avons déjà nos bases de données. Eh bien, le premier, comment dire, le premier élément qu'il faut considérer, là, ici, je veux voir en fait quels sont en fait les différents types de valeurs que j'ai. Et ici, je verrai que, voilà, j'ai en fait, pour carbone, j'ai des valeurs réelles, pour le sulfure, ainsi de suite. Alors, si simplement comment dire, l'un des vecteurs contenait une valeur qui n'est pas cela, donc on pourra voir en fait la différence encore ici sur le type de variable que nous avons dans la colonne que nous manipulons. Eh bien, allons-y maintenant à la manipulation rapide. Premier élément de la manipulation, ça, c'est le head. Ça nous donne en fait, généralement par défaut, vous allez voir dans plusieurs
outils, on n'a pas besoin de mettre un nombre là-bas et ça prend par défaut cinq premières valeurs. Et les premières valeurs sont produites là-bas. Ça, c'est avec le head. Et le tile, normalement, ça nous donne les cinq dernières valeurs. Et si vous voulez voir simplement quelques valeurs, vous pouvez définir les nombres que vous voulez. Donc, il y a les deux fonctions. Il y a la fonction head et il y a la fonction tile. Alors, j'ai défini des indices et pour nous, les indices étaient des dates. Donc, je peux savoir comment sont mes indices. On va voir plus tard. À un certain moment, on aura besoin d'utiliser des indices pour euh, localiser certaines valeurs. Alors, ici, par exemple, je vois que mes indices, ce sont des dates. Là, je peux voir mes colonnes. Je vois donc, j'ai ma liste des colonnes, juste DF, ça c'est le nom du data frame qu'on a créé. Et là, je mets tout simplement columns et ça me donne en fait les colonnes que j'ai. Alors, on peut transformer une fois que nous avons une base de données, on peut la ramener partout où on veut. On peut la transformer en NumPy Array, on peut la transformer en CSV, on peut la transformer en Excel, en LaTeX, tableau LaTeX, ainsi de suite. Alors là, je prends tout simplement l'exemple de NumPy. Alors, ça transforme simplement ma base de données qu'on avait là-bas en une grande matrice de 31 lignes et 4 colonnes. Eh bien, on va voir plus tard, parce qu'on va utiliser cet outil en fait pour exporter les données. Et on va transformer nos données en CSV plus tard. Bien. Autre élément de visualisation rapide qu'il faut connaître. Le premier élément, et ça c'est très important, c'est la fonction describe. Eh bien, ça nous donne rapidement une visualisation statistique de toutes nos colonnes numériques. Donc là, quand je tourne, eh bien, je vois d'abord, ça me compte le nombre de valeurs que j'ai, les valeurs numériques. Ça me donne la moyenne pour chaque colonne. Ça me donne le quartile, ça me donne le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et les maximums. Et ça le fait pour chaque colonne que j'ai et que cette colonne-là est numérique. Donc, même si ta base de données contient d'autres valeurs, si tu fais .describe, ça va considérer que tes valeurs, comment dire, tes colonnes qui ont des valeurs numériques. Alors, je crois, si, je ne sais pas si ça marche, def point O, ici, hop, là, et, ok, c'est, ok, good. Alors, on va voir ça plus tard. Alors, donc, premier élément, describe. Deuxième élément, c'est transformer, en fait, faire la transposition. Donc, ici, j'ai ma base des données. Si on peut encore la voir par ici. OK, par ici, ma base de données. Bon, je fais encore l'appeler ici. Une minute pour nous faciliter la tâche. Je vais tout simplement mettre ma base de données ici. Oh, sorry. Permettez que je sois en train de prendre juste les heads pour qu'on puisse bien voir les choses. Voilà. Minute. Donc, là, j'ai donc, ici, j'ai donc df.head. Et là, j'ai en fait ma base de données qui est comme celle-là. J'ai en fait par ici les indices et là mes colonnes. Alors, lorsque je mets pointé, ça fait la transposition. Et ça tourne en fait ma base de données. Eh bien, ce qui était colonne devient euh, indice et ce qui était indice devient colonne. Autre manipulation simple que l'on peut avoir, ça c'est avec la, comment dire, on peut ordonner sa base de données. Et là, ici, on utilise les sorts index. Et là, on peut le faire soit en horizontal. Et là, j'ai donc, ça va de 1 jusqu'à 31. Eh bien, si je mets ici false,
eh bien, je vois que je commence du 31 jusqu'au premier. Et ça, c'est en fait les indices, c'est-à-dire de manière verticale. Là, c'est avec l'axe 0. Mais si je le fais avec l'axe euh, avec 1, je vais voir que ce changement vient plutôt par ici. Ça ordonne par ordre alphabétique, mais en commençant par l'alphabet le plus lointain. Donc S ici. Et si je mets true par là, donc cela me permet en fait de commencer par le carbone, pour mon cas ici. Bien, après cela, on peut aussi ranger comment dire, la table ou son data frame en utilisant en utilisant les valeurs d'une de nos colonnes. Et ici, je prends simplement la base des données que j'ai créée, sort values, et j'ai choisi la colonne par rapport à laquelle je veux en fait ranger toute ma base de données. Et comme ici je vais mettre d'abord qu'on va commencer par false. Et là, si on commence par false, on va voir que là, ça prend en fait, ça commence par la plus grande valeur de carbone, parce que là, j'ai choisi carbone. Et si je mets sulfure, ça pourrait être la même chose. Ça va commencer par la plus grande valeur de sulfure. Ça arrange en commençant par la plus grande valeur des sulfures. Et si je mets true ici, ascending, c'est pour dire commençant du plus petit au plus grand, alors là, ça va prendre la plus petite valeur de la plus petite valeur des sulfures jusqu'à la plus grande. Et on peut changer autant d'éléments là-bas que l'on veut. Bien. Alors, vient maintenant une partie intéressante qui est la manipulation, c'est-à-dire la localisation de certains éléments dans sa base de données. Alors, la première chose, ici, généralement, si je veux utiliser mes colonnes, parce que je dois me rassurer que j'ai toutes mes colonnes en tête, eh bien, je vais prendre la base des données, je mets mes crochets et j'indique la colonne que je vais atteindre. C'est aussi simple que ça. Et ici, si je prends cela, de F carbone, je vais voir que directement, j'ai ici en fait la colonne des carbones. Il y a le nom qui est là-bas en bas. Et ça, ce sont de valeurs réelles. En fait, certaines personnes, ils utilisent aussi la valeur de F.carbone. Je peux aussi utiliser cela, ça va me donner la même chose. Cependant, pourquoi ceci n'est pas très conseillé? Parce que des fois, on a des noms qui ont des espaces. Par exemple, carbone 1, des choses comme ça. Alors, lorsque tu mets carbone 1 et tu fais 2F.carbone 1, ça n'aura pas de sens. Alors, pour éviter en fait ces problèmes-là, donc généralement, on conseille à ce que l'on puisse utiliser des crochets à la place. Alors, là, on a donc accédé à différentes colonnes. Là, je peux donc accéder à tout ce que je veux. Je peux accéder à sulfure. Et je vois donc ma colonne sulfure et toutes les autres colonnes restantes. Je peux donc naviguer de cette manière. Alors, une fois que nous avons cela, c'est-à-dire on peut donc accéder à une colonne que l'on veut, connaissant le nom. Alors, est-ce qu'on peut accéder à certaines lignes spécifiques? Et ça, c'est ce qu'on appelle le slice ici, c'est-à-dire une partie des données. Et pour ça, ce que je fais, je prends simplement des F et je choisis en fait comment dire, le range, c'est-à-dire la taille. Donc, je me dis, je vais commencer par la première valeur jusque, je crois, à la quatrième valeur. Alors, là, je tourne à la cinquième valeur, pardon. Donc, et là, je vois, ça commence par la deuxième valeur parce que nous savons que Python commence par 0. Donc, si je mets 0, bon, moi, ce sera par 1, de 1 jusqu'à 5. Et la même chose, si je mets 1, si je mets 2, donc je vais commencer donc de 3 jusqu'à, parce que ça sera toujours n plus 1 ici, mais jusqu'à la valeur, à la cinquième valeur.
Alors, ça me permet d'accéder à quoi? Ça me permet à accéder à des différents, comment dire, à des différents indices, mais en rangée. C'est-à-dire, je prends une partie successive des indices et je peux extraire cela de mon tableau ou de mon data frame. La même chose, je peux utiliser les noms des indices. Parce que vous vous rappelez que nous avons des dates. Donc, je peux utiliser ces noms là-bas, des dates, et je prends donc à partir du 2 jusqu'au 4. Je fais la même chose. DF, crochet, je prends cet indice-là jusqu'à l'autre indice. En fait, Panda, il comprend cette écriture-là, mais si vous voulez, vous pouvez aussi mettre le trait d'union, comme cela, si vous voulez, et je crois que ça marche aussi. Donc, je prends en fait ces valeurs qui vont du 2 au 4. J'extrais en fait une sous-base de données et ici, j'ai donc les éléments sur toutes les colonnes, mais d'une tranche d'indices. Un autre élément qui nous permet donc de localiser les différentes valeurs, c'est ici la fonction loc et la fonction at. La fonction loc ici, on va voir, ça sera différent de la fonction iloc, c'est-à-dire iloc qu'on va voir plus tard. C'est que la fonction loc ici demande que vous puissiez mettre le nom plutôt d'un indice. Et là, je vais mettre donc df loc, si je peux voir data 5 ici, c'est que ça représente date 5. Voilà, c'est quelque chose comme ceci. Et donc, là, je prends donc, ça va me localiser donc cet élément qui se trouve à cette position-là. Et là, je vais prendre, ça me donne en fait, pour chaque colonne que j'ai, on me donne la valeur du sixième jour. Et pourquoi sixième jour? Parce que je vous rappelle que on commence de 0 jusqu'à 5 ici, mais comprenez que 5, c'est donc, il faut faire plus un, donc ça sera le sixième jour. Alors, c'est là, on peut encore utiliser, ici on est en train d'utiliser les noms, en fait, des indices. On utilise les noms de, on utilise les noms des colonnes pour accéder à des informations. Et là, j'utilise encore loc, ici. Et là, lorsque je mets deux points, ça me permet donc de prendre toutes les lignes. Ça, c'est la dimension 1. Et pour la dimension 2, je demande qu'on puisse me donner les informations de la colonne carbone et sulfure. Et là, je peux mettre n'importe quoi. Je peux même mettre aussi potassium, si je veux. Bon, si je mets ça, c'est potasse. Ok, je crois que c'est potasse. Je me trompe. Voilà. Et là, j'ai donc mes trois colonnes. Et là, je viens de préciser que ça va on va me donner toutes les lignes. Et je peux mettre, par exemple, 5 ici. Sorry, non. Je vais dire, sorry. Normalement, je dois mettre, je vais mettre date, peut-être. 5. Voilà. Et donc, si je mets date 5 là-bas, donc ça me prend toutes les valeurs jusqu'à la sixième valeur. Parce que là, normalement, je dois mettre un nom. Je ne dois pas mettre des indices, je ne dois pas mettre de valeurs. Là, c'est un nom en fait. Ce sont ce qu'on appelle des labels, des étiquettes. Et là, donc, je prends donc du premier indice jusqu'au cinquième indice. Et là, je prends une partie de ma base de données, c'est-à-dire quelques colonnes. Je peux garder, par exemple, juste le 2, ainsi de suite. Donc, les locks, ça nous permet en utilisant le nom des indices ou en utilisant le nom de colonnes d'extraire une partie de ma base de données. Alors, vient maintenant la fonction at. Et pour at, comprenez tout simplement que ici, il vous suffit tout simplement de mettre l'indice et vous mettez la colonne. Ça vous permet donc de prendre une information qui se trouve à une ligne spécifique et à une colonne spécifique. Et ici, on dit donc au quatrième jour de la colonne carbone. Et là, ça me donne tout simplement un entier. Ici, on ne met pas des listes. C'est tout simplement des entiers. Pardon, c'est tout simplement
deux valeurs, c'est-à-dire la valeur de la ligne et la valeur de la colonne. Alors, tout ça, on peut toujours changer en mettant ce qu'on veut, 5 pour changer les jours, et on peut prendre peut-être euh, ici, je sais pas, sulfure, et ça me donne la valeur. Alors, l'autre fonction, c'est la fonction iloc, et la fonction iloc, et ici, normalement, on cherche, trouve la position en utilisant des entiers. Alors, ici, lorsque je mets iloc 4, là, ça va à la quatrième position. Et ça me donne en fait la valeur qui se trouve à la quatrième position. C'est comme si pour la première, comment dire, c'est qu'on a fait avec loc, où je mettais le nom ici. Là, je mettais date crochet 5. Alors ici, je mets tout simplement un entier pour me dire, amenez-moi les éléments qui se trouvent à la quatrième position, donc la quatrième ligne. Et là, j'ai donc les entrées de la quatrième ligne pour chaque colonne. On peut faire utiliser les slicing, c'est-à-dire prendre encore des tranches. On peut prendre une tranche des lignes et aussi une tranche des colonnes. Rappelez-vous, pour le lock, par ici, on mettait une liste où on devait mettre le nom de colonne. Par ici aussi, on mettait les indices, voilà, en utilisant leur label, c'est-à-dire leur nom. Et là, j'ai donc des F, des logs, ça m'amène les éléments donc de la quatrième ligne jusqu'à la cinquième ligne. Et je prends donc les éléments de ma première colonne jusqu'à comment dire, à ma deuxième colonne. Alors, on peut utiliser le iLog de plusieurs manières. Et là, je peux prendre de lignes spécifiques, ici en utilisant des listes, et prendre de colonnes spécifiques aussi, en utilisant aussi des listes. Et là, par exemple, je vais voir que je viens de prendre la première, deuxième, trois lignes en prenant la deuxième et la quatrième colonne. Et si je veux, je peux enlever ceci. Et là, j'ai tout simplement cela. Je peux mettre tout simplement la deuxième, ainsi de suite. Et là, je peux faire la même chose. Je peux prendre peut-être la 30e ligne, je crois. Voilà, ainsi de suite. La 31e ligne. Eh bien, donc, pour la différence entre loc et iLoc, c'est qu'avec le loc, vous utilisez des labels, vous utilisez des noms, vous utilisez le nom des indices, vous utilisez le nom de colonne, alors qu'avec iLoc, vous utilisez tout simplement des nombres. Alors, il y a une fonction qui est similaire sorry, ici, vous pouvez faire la même chose, hein. Vous pouvez prendre tout ça, et si vous mettez, juste sans mettre des éléments là-bas, vous prenez toutes les colonnes. Si vous spécifiez, je peux mettre par exemple ici 2, ça prend simplement jusqu'à 2, ainsi de suite. Alors, le iat, ça joue presque la même fonction que le at, et ça nous permet effectivement d'atteindre l'élément de la première ligne, première colonne. Donc, deuxième ligne, deuxième colonne, je crois. Et donc, par ici, IAT peut être utilisé donc comme on a utilisé le AT. Ça nous permet d'avoir tout simplement une valeur. Alors, lorsque vous avez votre fonction, euh, euh, comment dire, votre base de données, et nous rappelons notre base de données, c'est la DF, si, je vais mettre ça partout pour que, là je mets 3 tout simplement, et est comme ça notre base de données, ça c'est tout simplement comment ça ressemble. Alors, je peux faire, comment dire, je peux filtrer mes données. Et là, je peux faire un filtre. Je dis dans ma base de données, prenez en fait toutes les lignes qui correspondent à la colonne carbone qui est supérieure à 0. Et là, j'utilise simplement un peu de logique. Et ici, ça me donne en fait toutes les lignes telles que la colonne de carbone soit supérieure à 0. Si on met là-bas la colonne sulfure,
Ça me donne la même chose. Donc, ça prend en fait toutes les lignes avec la colonne, telle que la colonne sulfure soit supérieure à 0. Alors, suis maintenant. Et c'est comment dire, ces filtrages peuvent être faits en plusieurs dimensions, donc on peut prendre plusieurs colonnes à la fois. Attention, il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses. Et ça, si vous vous rappelez, dans les bases de Python, on vous a rappelé, ça c'est et. Donc je dis ici, les valeurs sont supérieures à 0 pour carbone et les valeurs inférieures à 0 pour sulfure. Alors, pour ça, donc je peux mettre plusieurs conditions, je peux mettre sur toutes les colonnes que j'ai. Bien. Alors, autre méthode de filtrage, attention, il y a un élément intéressant ici. Ça, j'appelle ça le copy. Normalement, cette fonction nous permet de copier la base des données et si je vais me faire de manipulation, je ne devrais pas effacer la première variable de f. C'est pour cela que je prends donc simplement la, la base des données que j'ai exactement et je prends sa copie. Donc là, je prends df4 et df4. Je crois que ici aussi, nous avons shape aussi, ça marche ici. Donc, voilà, ça me permet donc de voir. Nous avons en fait la même base de données. C'est exactement la même base de données. Et voilà. Donc, là, je vais donc localiser juste quelques éléments. Je prends donc ma base de données que j'appelle df5 et je dis que ma base de données de f5, c'est df4, qui est la copie de notre base de données initiale, où je prends donc l'élément de la deuxième ligne jusqu'à la huitième ligne en considérant toutes les colonnes. Là, j'ai donc ma df5 et voilà, ça c'est ma base de données df5. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je devais augmenter une autre, comment dire, une autre colonne, mais avec peu de valeur pour qu'on puisse voir un élément important sur comment chercher, par exemple, un nom, comment rechercher si une variable ou une information se trouve dans sa base de données. Alors ici, j'utilise df, voilà, je considère toutes les lignes, et là, je vais donc créer une nouvelle colonne que je vais appeler new. Et la colonne new, je vais comprendre les valeurs ici, 1, 2, jusqu'à 4, jusqu'à voilà. Et là, mhm, voilà, je crois que ça c'est tout simplement un warning que je peux visualiser ma base de données de F5 ici. Voilà, et je vois que ma base de données. En fait, quand je dis le warming, généralement, ce n'est pas une erreur. C'est juste, on te donne en fait une idée sur comment tu pourrais encore faire les choses. Alors, ici donc, j'ai ma base de données de F5. Et là, je vois donc ma nouvelle colonne new qui comprend des valeurs 1, ainsi de suite. Alors, je fais cela parce que je voulais montrer en fait l'utilisation d'une fonction intéressante qu'on appelle isIn, c'est-à-dire est dedans. Ça nous permet en fait de chercher, soit dans une colonne, dans la base des données, ça nous permet de chercher si certaines informations se trouvent dedans. Alors là, je peux voir, ça m'extrait en fait toutes euh, les, comment dire, les colonnes telles que on peut trouver dans la colonne new les informations tout et fort. Et là, ça me ramène donc les deux lignes qui comprennent ces informations-là. Là, c'est la fonction isIn. Et là, donc, on prend d'abord les data frames. Data frame, la colonne dans laquelle on va chercher les informations. IsIn. Et puis, on cherche les informations que l'on veut voir. Et donc là, je peux mettre par exemple 1, si je veux voir, je trouve le 1. Et pour la même chose, je peux voir donc toutes les lignes qui contiennent en fait l'information 1 et 4. Élément intéressant, c'est dans le missing values, c'est-à-dire des valeurs manquantes. Ici, j'ai été obligé de créer une série qui contient une valeur manquante.
Et là, j'ai donc changé. Attention, j'ai changé ma colonne new. Je viens de la changer avec une nouvelle série que j'appelle S1N. PD Series, comme toujours, NP Array. Et là, j'ai donc mes informations, 1, 2, pas de valeur, 4, 2 et 6. Et je vais remplacer donc Sn et je prends donc les valeurs de Sn. C'est ça que je vais mettre dans df5. Et mon nouveau df5, par ici, ça devient donc avec des valeurs numériques 1, 2, nan, 4, 2 et 6. Alors, pour faire ceci, en fait, lorsque nous avons une base de données qui comprend de NaN, qui comprend de missing values ou des valeurs manquantes, c'est que l'on fait, soit on se décide de supprimer des colonnes qui contiennent cela, soit on se décide de supprimer en fait comment dire, la ligne qui contient cette information-là. Et ici, pour supprimer en fait les lignes qui contiennent de valeurs manquantes, il suffit tout simplement de faire dropNA. C'est une fonction, tu prends ta base de données, dropNA, comment, any, et puis ça supprime tout. Et là, je veux voir que ici j'avais donc, il y a la ligne 5 qui comprenait le NaN. Cette ligne n'existe plus en fait par ici. Cette ligne a été supprimée par la fonction dropNA. Alors, ma df5, mais on va dire, mais pourquoi quand tu mets df5, ça se trouve encore là-bas? Ben, comprenez que ici, je n'ai affecté aucune variable à df5, j'ai juste fait cela pour montrer que ça peut en fait changer, parce que j'ai besoin encore de ma base de données pour remplacer cette information-là. Et on peut se décider. Nous savons que dans comment dire, l'analyse des données, il y a plusieurs manières de remplir les valeurs manquantes. Et ici, on peut soit le faire en remplaçant la valeur automatiquement par une certaine valeur, ou on peut tout simplement utiliser d'autres méthodes d'imputation. Ça peut être la moyenne, le mode, ça dépend du type de variable que vous avez. Alors, Filna va nous permettre effectivement de remplir par une valeur que l'on veut. Et df6, vous comprenez que c'est juste la copie de df5. Et là, je vais dire filna, et là, je mets la valeur que je veux mettre pour toutes les valeurs manquantes. Et j'ai dit 25. Et ça, c'est encore un roaming message. Mais là, j'ai en fait ma base de données qui comprend déjà la cinquième ligne, cette fois qui n'est pas supprimée, mais qui comprend un remplacement avec 25. Eh bien, ça, c'est en général des éléments de manipulation très simples dans les data science, mais comprenez que ici, on peut se décider de les remplacer comme ça avec une valeur que l'on veut, mais nous savons que du point de vue statistique, il y a plusieurs méthodes qui nous permettent en fait de faire ces interpolations ou ces remplissages des valeurs manquantes. Alors, vient maintenant quelques opérations générales. Je peux faire par exemple la moyenne et je peux décider, et là, ça me donne la moyenne de toutes les colonnes. Je peux faire la moyenne en choisissant par exemple de faire la moyenne sur base, donc ça prend la moyenne pour chaque ligne. Et là j'ai donc 20, là j'ai 31 valeurs de la moyenne, alors qu'ici j'en ai juste 4 en termes de colonnes. Donc là, on a pris par défaut axis égale 0. C'est ce qui est défini par défaut lorsqu'on n'a pas défini cette valeur-là. Alors, et pour ça, on peut aussi calculer la variance. On peut calculer aussi la matrice des corrélations. Et un élément important, une autre fonction intéressante, ça c'est la fonction count values, c'est-à-dire ça nous permet de compter les valeurs, value count. Et ça me dit que voilà, dans la colonne new, nous avons 2 qui revient 2 fois, une fois, ainsi de suite. Alors, on a parlé de la fusion. Donc, pour faire la fusion, ici c'est simple. L'idée est simple pour la fusion, c'est que en termes de fusion, j'ai d'abord subdivisé, j'ai d'abord eu plusieurs petites bases de données, comme cela, que j'ai extrait de ma base de données d'œuf1, que j'appelle pièce ici. Et voilà, si je laisse pièce tout seul comme cela, on va voir que tout simplement, vous avez donc la première matrice ici, vous avez la deuxième base de données, la troisième base de données. Alors là, je peux vouloir prendre la deuxième partie, c'est cette base de données là-bas.
Alors, pour mettre ensemble les bases des données, il suffit tout simplement de mettre ici euh, pd.concat, ça c'est la fonction concat, pour mettre tout ensemble. Et là, par défaut, ça prend en fait les éléments en ligne, c'est-à-dire ça juxtapose les éléments de manière, comment dire, verticale. Et si je veux en fait le faire de manière horizontale, il me suffit tout simplement de mettre ici axis égale 1. Et là, je vais voir que ma base de données vient de changer en fait. C'est-à-dire ça augmente les éléments, mais en colonne, en augmentant des colonnes. Et donc là, ben, je vais garder d'ailleurs celui-ci. Je crois que c'est intéressant. Regardons ça. Alors, on a parlé des groupings. Pour le grouping, l'élément à retenir ici, c'est que on peut grouper par rapport à une colonne et en faisant une opération quelconque. On peut faire soit les comptages, soit la moyenne, ainsi de suite. Alors, ici, je prends ma première colonne, je définis mon data frame de manière générale. Comme on l'a dit, c'est tout simplement euh, avec un dictionnaire ici des listes. Et puis, je regarde comment ressemble ma base des données. C'est comme ça, je A, B, ainsi de suite. Comme je n'ai pas défini en fait les indices, donc ça reste comme cela. Alors là, je vais maintenant utiliser la fonction group by. Et là, je dis, on va grouper par A, c'est-à-dire ça va prendre faux, bar, les valeurs de A. Et pour chaque valeur de A, en fait, on va prendre la moyenne pour chaque colonne ici. Donc, on va considérer la moyenne, c'est ça le mean ici. On peut considérer la somme, et là, je vois. Donc là, je vois en moyenne pour le bar. Pour C, nous avons cette moyenne. Pour la colonne D, nous avons cette moyenne. Pour le fou, pour la colonne C, nous avons cette valeur moyenne. Et pour D, nous avons cette valeur moyenne. On peut utiliser la somme. On peut grouper en utilisant la somme. Et là, là, j'ai pris deux colonnes d'ailleurs, la colonne A et B, les colonnes catégorielles. Et là, j'utilise donc la somme. Alors, une fois que j'ai manipulé mes bases de données comme ça, eh bien, une base de données, notre base de données qu'on a créée, on peut l'appeler donc, on peut la ramener ou on peut l'enregistrer. Et là, ici, je l'appelle Congo Tech Data. Je vais donc renvoyer ça comme CSV. Ça va partir donc, ça sera donc un CSV. Je mets le nom ici et je dis l'index ici. Je dis false, ça veut dire ça va partir sans indice. Et là, je vais donc tout simplement faire cela. Et comprenez que ben, je pourrais y partir, mais croyez-moi, en fait, ça a été enregistré à ces noms dans ma base de données, comment dire, dans mon répertoire. Eh bien là, ça c'est ce qu'on appelle l'exportation, pardon. Donc je viens de créer une base de données et veux l'exporter. Je vais l'utiliser plus tard. Alors lorsque je vais importer cette information-là, c'est très simple. Tout simplement, je fais pd read CSV parce que je sais que ma fonction elle est CSV et les séparateurs c'est une virgule. Eh bien, ici je peux dire sans qu'on ne puisse avoir des indices, la colonne indice, si je veux. Tout comme je peux tout simplement appeler, ici, je n'ai pas mis tous ces détails parce que je sais que mon notebook et mon fichier se trouvent dans le même répertoire. Mais là, je suppose que le schéma peut être différent et il suffira tout simplement d'échanger ces schémas pour avoir ces éléments-là. Certaines personnes, lorsque ils chargent les données, des fois, ils ont une structure qui n'est pas intéressante. Il faut toujours vérifier est-ce que le séparateur est bon, si seulement si vous êtes en train d'utiliser le CSV. Et je crois pas pour les textes aussi la même chose, il faut se rassurer du séparateur. Et ici donc, je vais importer ma base de données. Là, je viens d'importer. Ça, ce n'est pas la base de données. C'est ma base de données qu'on avait créée, mais je viens de l'importer ici en disant que nous ne devons pas avoir des colonnes ici. Je peux, voilà. Donc, ça prend la première, ici, index colonne égale 0. Je prends donc ma première colonne comme la colonne des indices. Mais si j'appelle ça comme ceci, eh bien, là, je vois les indices sont là au calme et toutes les colonnes sont bien définies.
Donc, il suffit tout simplement d'enlever cet aspect ici, si on veut. Si j'enlève ça et que je tourne, j'ai en fait la même base de données. Donc ça, c'est tout simplement pour préciser que je voudrais, par exemple, que ma colonne, telle colonne que j'aurai, puisse être considérée comme la colonne de indices. Et je peux mettre ici, attention, je peux mettre true ici. Si j'enregistre ma base de données avec true, alors là, je vois que j'ai en fait ma première colonne qui est là-bas, qui est considérée comme la colonne de, comme des indices, mes dates. Et ici, je vois que comme je n'ai pas spécifié que la première colonne doit être considérée comme celle-là, eh bien, on me crée une colonne des indices et nous avons une autre colonne qui n'a pas de nom, mais qui était indice dans le passé. Alors, pour aboutir, c'est-à-dire pour finaliser. Ici, donc, je vais parler de comment on fait donc le plot. Et pour faire la visualisation, ici, c'est très simple. On va donc, on l'avait déjà appelé au-dessus, mais je me permets encore de le ramener ici. Import matplotlib as PLT. Et puis, je vais définir en fait le temps ici, que j'appelle le temps. On a déjà vu cette fonction dataRange. Et là, je vais prendre de 2023, le 1er janvier 2023, et je vais prendre 1000 périodes. Donc, je crois que ça va aller jusqu'en 2025. Et là, j'ai défini donc mon data frame, rappelez-vous. Je vais avoir 4 colonnes et je vais avoir 1000 lignes. Je vais générer de manière aléatoire ces valeurs. Les indices, je vais les appeler le temps ici, que j'ai créé. Et les colonnes, je vais leur donner des noms. Là, je tourne et je peux voir ma base de données. Sorry. Fin. Et là, je vois que c'est une base de données avec 1000 lignes et 4 colonnes. Et comme toujours, pour éviter des désordres, c'est intéressant d'avoir une visualisation aussi minime comme ça. Alors, je vais faire comment dire, une somme cumulée, très simplement comme ça. Et de manière cumulée, ça c'est pour avoir, c'est une autre base de données. Je vais tout simplement changer cette base de données par des sommes cumulées, c'est-à-dire ça va prendre la valeur ici plus la valeur là-bas, ainsi de suite, pour que le graphique soit un peu plus joli. Et donc, si je vais voir de F fin, eh bien, voilà, je vais voir donc là, j'ai des valeurs cumulées. Donc, j'ai la première valeur, la deuxième valeur sera la première valeur plus la deuxième, ainsi de suite. Alors, ça c'est... Ce qui m'intéresse ici, ce sera le plot. Et ici, ce que j'ai à faire, c'est très simple. Je prends tout simplement le nom de ma base de données et puis je mets plot avec parenthèse, comme c'est là. Et puis, je peux définir d'autres paramètres, par exemple. Vous voyez ici, je suis en train d'utiliser PLT. Ça, c'est parce qu'on a dit que matplotlib, on va l'appeler comme PLT. Alors là, je peux dire, ben, il faut me mettre un titre sur ma base de données, sur mon graphique. Il faut me mettre le nom de X, de l'axe des X, le nom de l'axe de Y, et puis je lui dis de choisir où est-ce que la légende va partir et que cette légende-là puisse se trouver à, à l'endroit où il suppose que c'est le meilleur endroit. Et si je prends best, je peux mettre right, left comme je veux. Alors, ici, je peux aussi choisir le style, mais là, je vais, avec les temps qui nous a impartis, je vais tout simplement tourner d'abord ceci. Et là, j'ai donc mon premier graphique avec Matplotlib. Et ces graphiques ici, je vais utiliser donc ma base de données et j'ai tout simplement mis plot. Et j'ai, par défaut, ça a pris en fait le kind ici, c'est line. Et je peux changer tout ce que je veux. Je vais mettre une valeur un peu intéressante, moins longue pour qu'on puisse voir si on veut changer les autres types. Je prends ça. Et donc, le kind ici, je peux toujours mettre les kinds que je veux. Voilà. Et là, sorry, kind. Ligne, c'est par défaut. Mais là, je peux mettre, par exemple, je mets densité, qu'est-ce que ça va me donner? Je check.
voilà, ça me donne une courbe, ça me donne des courbes comme cela. Eh bien, je peux tout simplement jouer avec cet élément là-bas. Je peux mettre barre et tout dépendra en fait de ce que je veux voir. Voilà, j'ai des valeurs qui sont comme ceci et on peut mettre tout ce que l'on veut. Et donc, comprenez que par défaut, c'est défini comme euh, line. Alors, à part ça, on peut décider de prendre tout simplement quelques valeurs par rapport au temps. Je peux prendre par exemple juste, je prends ça, juste les deux colonnes par exemple, et je peux voir par exemple dans les temps ce que ça donne. Généralement, quand on garde peu de valeurs, c'est pas très beau à voir. Et voilà, donc voilà. Donc j'ai par exemple, je te mets deux valeurs là-bas pour le carbone et les sulfures. Et c'est là, on peut le faire autant de fois. Et il y a plusieurs autres manipulations. Comprenez qu'il y a un élément qui vient de se faire. Je suis en train non seulement de définir les éléments dont j'ai besoin, je peux aussi sauvegarder mon image comme je l'ai fait avec le data frame. Alors, ainsi dit, je vous remercie. Ça, c'était en fait les éléments essentiels de base pour la manipulation de Pandas et de Matplotlib. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues et merci pour votre attention. Allô, bon, merci Albert pour cette très belle présentation. Alors, nous demandons à l'audience s'il y a des questions de pouvoir poser. Nous donnons quelques minutes pour des questions. Poser à Monsieur Albert pour cette très belle présentation sur Pandas et Matplotlib. C'était vraiment fascinant, bravo. Merci Question? beaucoup. Ok. Bon, je constate qu'il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si tu as un dernier mot par rapport à ce webinaire. Comme ça, on va Bien, en tout pouvoir... cas, je vous remercie pour l'attention et j'espère que les gens ils auront le temps de parcourir nos autres webinaires passés en utilisant nos liens YouTube que je recommande de partager dans les différents groupes aussi. Euh, Notre page YouTube serait intéressant qu'elle puisse être exploitée par le participant tant dans nos groupes de ville que les gens qui participent tout simplement à nos webinaires. C'est tout simplement cela. Et je vous remercie encore pour cette opportunité que vous m'avez accordée. D'accord, ok, merci beaucoup. Nous avons les liens, nous avons les liens au niveau des chats pour joindre la communauté et joindre aussi notre chaîne YouTube. Nous vous invitons de cliquer, d'aller s'abonner et d'aller parcourir notre plateforme pour voir. Tout est là. Comment s'inscrire, comment voir aussi les webinaires précédents. Tout est là. En tout cas, prenez votre temps de parcourir la plateforme. En tout cas, une fois de plus, merci au doctorant Albert Aguisha qui est actuellement en Allemagne en train de faire sa thèse. En tout cas, nous remercions aussi nous vous remercions aussi à toute l'audience. Merci pour votre présence. Nous bouclons alors cette session d'aujourd'hui. On se voit pour les webinaires prochains. Merci, bonne soirée à tous. Merci, Au bonne revoir. soirée à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.